Salut, c'est Mike, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je te fais un petit rappel. Régulièrement, tu auras des vidéos YouTube et régulièrement, tu auras des formats un peu plus longs, un peu plus détaillés, qui ne sont pas cutés, qui ne sont pas montés, pour que je puisse justement rentrer un petit peu plus en profondeur dans les sujets et qu'on puisse un peu, que tu puisses aussi les retrouver sur les plateformes de podcast, sur tes plateformes de podcast préférées. Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, etc. Voilà, ça te permet d'écouter les épisodes plus tranquillement. Alors, cette semaine, je voudrais te parler des SS2I, des ESN, des sociétés de services en ingénierie informatique. Alors, SS2I, c'est un nom qui a un peu passé de mode. On parle plutôt maintenant donc d'ESN, donc d'entreprise du service du numérique. Alors moi, j'ai tendance un peu à taper dessus, je les appelle un petit peu les viandards, mais si tu démarres dans le code, si tu découvres un petit peu cet univers, ou si tu n'es peut-être pas proche des grandes villes de France, je parle de Paris, Lyon, Marseille, etc., Bordeaux, Toulouse, etc., eh bien peut-être que tu n'es pas familiarisé avec les sociétés de services. Et je vois que ce n'est pas des sujets qui attirent beaucoup de développeurs ou qui attirent, ce n'est pas des sujets auxquels les gens sur YouTube discutent. Et comme j'ai quand même pas mal d'expérience là-dedans, et si tu veux te lancer en tant que dev, eh bien, il va falloir probablement que tu passes par toutes ces sociétés de services. Il va falloir que tu discutes avec elles, etc. Eh bien, voilà, on va parler de ça, en fait, dans ce podcast. Et ce que je vais faire aussi, je vais rajouter également maintenant ce que je fais, vu que j'ai pas mal de questions là sur le dernier Chill and Q&A, vous m'avez régalé, là, vous m'avez envoyé tout un tas de questions. L'épisode Chill and Q&A 5, je pense qu'il y a plus d'une heure, 1h20, je pense, de questions-réponses. Mais j'en ai une tonne à traiter. Et je me suis dit que j'allais justement les traiter dans cet épisode. À la fin, je rajouterai tout le temps 2 questions et puis voilà, j'y répondrai tranquillou. Voilà. Alors, parlons maintenant du sujet qui t'intéresse probablement. On va parler des SS2I, des ESN. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les SS2I, les ESN, tu peux les rejoindre en interne et tu peux les rejoindre. Alors, tu verras qu'il y a tout un tas de combinaisons possibles, c'est-à-dire que tu peux les rejoindre en interne, tu peux les rejoindre ce qu'on appelle en régie chez le client, tu peux les rejoindre en tant que salarié, tu peux les rejoindre en tant que freelance, etc. Alors, pour qu'on puisse clarifier un peu les termes, en interne, ça veut dire que, en gros, quand tu rejoins la SS2I, alors tu m'entendras dire SS2I, ESN, je me trompe souvent, moi par habitude, je vais dire SS2I, je vais me forcer à dire ESN parce que c'est le terme maintenant qu'on utilise, mais ça veut dire la même chose. Donc, tu peux rejoindre une SS2I en interne. En interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller travailler dans les locaux. Alors maintenant, peut-être en remote depuis chez toi, mais globalement, enfin souvent, c'est dans les locaux de la boîte, de la société. Et donc, tu vas être là et tu vas travailler sur des projets. Et ces projets, ils peuvent être pour des clients externes. Je ne sais pas, prenons un exemple concret. Le client, c'est une banque, Société Générale. Eh bien, tu peux travailler depuis les locaux de ta SS2I et tu travailles sur des projets. Moi, ça m'est arrivé de faire ça quand j'ai débuté. Ce qui se passe souvent aussi, c'est ce qui s'appelle en mission ou en régie chez le client. En fait, là, c'est en fait, on va te dire, écoute, on a besoin telle boîte, Société Générale, par exemple, pour reprendre l'exemple de Société Générale, elle a besoin d'un développeur, tel techno, tel sujet, etc. Et donc, du coup, tu vas aller rejoindre, tu vas aller travailler chez le client dans ses locaux, etc. Donc ça, c'est un autre mode de fonctionnement, c'est de la prestation, ce qu'on appelle un prestataire qui vient travailler. Et comme je te disais, tu peux passer par les SS2I en tant que salarié ou en tant que freelance, peu importe. Alors parfois, quand tu es freelance, on le cache en fait, c'est de la sous-traitance de sous-traitance, c'est-à-dire qu'en gros, on le cache au client, on ne le dit pas. Souvent, tu vas travailler, par exemple, pour reprendre l'exemple, tu es chez Société Intel qui va travailler chez Société Générale. Bon, tu es freelance, on ne le dit pas, on dit que tu appartiens à la Société Générale ne veut pas savoir ce qui se passe derrière. Voilà. Alors maintenant, le but de cette vidéo, c'est quand même de voir les critères. Alors avant de rentrer dans la partie critères, on va parler un peu de pourquoi aller dans des SS2I.
Tu sais probablement, je tape souvent sur les SS2I, moi je les appelle un peu les viandards parce qu'en fait ils ont souvent pas trop à cœur d'avoir à gérer ta carrière, ils s'en foutent en gros, on les appelle les viandards, pourquoi? Parce que ils vont te placer chez le client et le but c'est que tu coûtes le moins cher possible et que ça leur apporte le plus d'argent. Alors tu vas me dire, voilà, il suffit de s'en passer. Eh bien, malheureusement, parfois, on n'a pas le droit, enfin, on ne peut pas passer directement, on ne peut pas aller, on est un peu obligé de passer par ces SS2I. Donc, quand tu es développeur, en gros, il va se passer 2 cas de figure. En gros, toutes les boîtes ont besoin de développeurs. Il va se passer 2 cas de figure. Soit tu vas aller travailler chez le client final, prenons l'exemple encore de Société Générale ou d'une autre banque ou peu importe la banque, tu vas être employé par cette boîte, tu vas aller travailler directement par cette boîte, ça c'est le cas numéro 1. C'est le cas qui est souvent un petit peu plus souhaité, mais tu verras qu'il y a des avantages et des inconvénients. Mais aussi, tu peux, l'autre cas possible, c'est justement de passer par une société de service. Et la société de service, après, elle te place donc chez des clients. Alors, tu vas me dire, pourquoi aller, si tu dis que c'est un peu des viandards, pourquoi aller travailler chez des SS2I et pourquoi pas aller travailler chez le client final? Le truc, c'est que si tu es chez le client final, tu as aussi des avantages, tu as des inconvénients. Si tu es chez le client final, par exemple, admettons, pour reprendre l'exemple de la banque ou peu importe, que ce soit une autre boîte, le problème, c'est que tu vas travailler un petit peu toujours sur les mêmes projets. Tu vas travailler en interne, tu risques de travailler un petit peu. Alors, Société Générale, c'est un peu gros, donc tu peux quand même changer de projet. Mais admettons, tu travailles pour une PME qui fait je ne sais pas quel type de logiciel, eh bien, il se peut que tu passes comme ça une grande partie de ta carrière à travailler un petit peu sur le même logiciel, etc. Et forcément, quand tu démarres, eh bien, ta diversité de missions, ce que tu vas faire au quotidien, c'est un peu léger. Donc, finalement, je vais essayer quand même de trouver des arguments pour le travail en ESN, en SS2I, puisqu'il y en a quand même. C'est déjà la diversité des projets. Ça veut dire que si tu travailles je ne vais pas citer des SS2I ici parce que je n'ai pas trop envie de citer des SS2I puisque vu que je tape quand même pas mal dessus, je ne voudrais pas que derrière, elles viennent me faire chier ou quoi. Alors moi, ce qui est bien, alors petit aparté, il y a quand même pas mal de devs, il y a quand même pas mal de YouTubeurs qui sont encore dans le game du dev en France, etc. et qui n'osent pas donc avoir une parole libre et taper directement sur les SS2I. Moi, je peux le faire puisque j'ai ma liberté de parole par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est dit. Donc oui, on va taper un petit peu sur les SS2I, mais avant de taper sur les SS2I, il y a quand même des avantages. Premièrement, diversité de projets, voilà. Ensuite, eh bien, forcément, quand tu démarres, tu as peut-être 1 an d'expérience ou même tu peux être complètement junior, eh bien, tu peux avoir à travailler sur différents projets, ce qui va faire que tu vas développer rapidement des compétences. Ça, c'est quand même un avantage parce que quand tu travailles en 6 mois, 1 an, tu fais 3-4 projets un peu différents, eh bien, tu vas monter rapidement en compétences. Certaines boîtes offrent des opportunités de formation et de certification, mais bon, ça, c'est quand même plutôt rare et moi, j'ai tendance un peu à taper sur ces boîtes parce qu'en règle générale, elles en ont un petit peu rien à foutre de ton évolution de ta carrière. Tu peux aussi, quand même, comme avantage, être exposé à différents secteurs industriels. Tu peux passer de la banque à la finance, à l'assurance, à l'industrie, etc., etc. Alors moi, je préfère quand même les devs. C'est plus intéressant. Je recommande souvent aux développeurs de se spécialiser. Mais voilà, c'est quand même bien aussi de voir. Enfin, tu peux être amené à toucher à différents secteurs. Et ça te permet de... Voilà, si tu travailles dans un secteur que tu n'aimes pas trop, tu découvres un autre secteur. Et ça te permet d'avoir un peu plus d'expérience et plus de cordes à ton arc. Et ça t'apporte aussi un réseau de professionnels étendus. C'est quoi ça? C'est... en gros, tu vas être quand même... en contact avec pas mal de boîtes, de clients, d'autres développeurs et effectivement, eh bien, ça t'offre un réseau un peu plus grand. Voilà, donc ça c'est dit un petit peu pour les avantages des SS2I. Alors maintenant, la question, moi je voudrais aborder le point, c'est à quel point, quels sont en fait les critères pour choisir un peu correctement sa SS2I? Comment tu choisis en gros ton ESN parmi la jungle des ESN? Si tu te lances comme ça en tant que développeur,
tu es sur Paris, Lyon, etc., les grandes villes, tu vas avoir plein de SN avec des noms un peu farfelus qui vont commencer à te contacter, à te courtiser, entre guillemets. Et ben, en gros, parmi toutes ces boîtes que j'appelle des viandards, eh bien, il va falloir quand même que tu arrives à avoir quelques critères pour te dire, bah voilà, c'est quoi ces boîtes c'est quoi ces boîtes, comment je les trie, etc. Donc, tu as des boîtes déjà par technologie. Tu as des boîtes qui sont spécialisées. Alors, c'était un peu plus vrai avant et c'est un peu moins vrai maintenant, mais avant, il existait beaucoup de boîtes qui étaient spécialisées, par exemple, dans le mobile, dans le logiciel, par exemple. Des boîtes spécialisées dans certains types de logiciels, dans certains, on va dire, progiciels, des ERP, etc., etc. Tu as des boîtes qui sont spécialisées par langage, des boîtes spécialisées qui sont dans le C, dans le C++, dans le Java, etc. Tu peux aussi avoir des boîtes, des ESN qui sont spécialisées par exemple dans le Web 3 ou autre, même si c'est un peu plus rare. Donc premièrement, premier critère pour choisir, les technologies. Si tu as absolument envie de te former, devenir dev mobile, que tu démarres ta carrière, évite de prendre une boîte qui fait je sais pas, du logiciel ou autre, sauf si elle a des opportunités d'évolution. Ensuite, deuxième critère, c'est le domaine métier. C'est important d'avoir un domaine métier. Alors, je sais que les développeurs, eux, ce qui les intéresse quand ils démarrent, c'est uniquement la partie technique. Qu'est-ce que je fais? Quel langage j'apprends? Quelle librairie, etc. Quel framework? Mais c'est important aussi de commencer, de réfléchir un petit peu à ton domaine. Et les SS2I, souvent, parfois, c'est pas toujours le cas, mais moi, par exemple, je travaillais dans des ESN, des SS2I spécialisés dans le domaine banque, finance, assurance. C'était 90% du business, c'est banque, finance, assurance. Il peut y avoir d'autres secteurs, e-commerce, industrie, blablabla, le tourisme, il y a chaque SS2I a, même s'il existe des SS2I généralistes, il y a des boîtes qui sont plus spécialisées. Et si ton kiff, c'est de devenir spécialisé dans, pour reprendre un peu l'exemple de banque, finance, assurance, eh bien, va peut-être te renseigner auprès de ces boîte-là, puisque tu vas pouvoir travailler sur différents projets. Peut-être que tu vas passer de Société Générale à Crédit Agricole. Du coup, tu auras travaillé sur tel système bancaire. Du coup, tu auras acquis de la compétence, d'expertise sur ce domaine-là. Et tu vas pouvoir capitaliser sur cette expérience-là et la valoriser sur ton profil, et tu vas pouvoir passer de mission en mission beaucoup plus facilement. Je veux dire, un dev qui a passé 2 ans chez Crédit Agricole sur tel et tel techno, il peut, sur tel logiciel, il est plus facile pour lui d'aller chez Crédit Agricole ou vice-versa. Voilà, donc le domaine métier, c'est quelque chose d'important. Tu as des boîtes aussi qu'on qualifierait un peu de boîtes plus cabinet de conseil, consulting, etc. Sur des technos ou pas, ou sur des métiers. Tu as des boîtes spécialisées dans la mise en place de telle et telle infrastructure, etc. Donc ça, voilà, c'est un type de boîte. Allez, parlons maintenant un petit peu des critères qui peut-être qui vont un peu plus t'intéresser, qui sont déjà la culture d'entreprise et les valeurs. Alors ça, c'est difficile à juger, c'est difficile à savoir quand on te contacte, mais voilà, c'est un critère qu'il faut savoir. Mais il y a des boîtes qu'on connaît sur le marché qui sont un peu plus, qui ont des meilleures valeurs que d'autres, qui ont une meilleure culture d'entreprise que d'autres. Je sais qu'à l'époque, il faudrait revérifier si c'est toujours le cas, mais il y avait des boîtes comme Octo. Je les cite quand c'est du positif. Je vais éviter de citer les boîtes de manière, les boîtes sur lesquelles j'ai envie de taper. Mais par exemple, je sais que Octo Technologies, c'est une ESN, c'est une SS2I avec laquelle, moi j'ai eu à travailler avec des développeurs, des consultants qui venaient de cette boîte. En règle générale, c'était des boîtes qui poussaient l'aspect technique en avant, qui poussaient leurs développeurs ou leurs consultants à écrire des papiers, des livres blancs, à faire des conférences, à écrire des articles de blog que tu peux retrouver sur le net. Et du coup, il y a une vraie culture technique, il y a une vraie culture d'évolution, d'écriture d'articles. C'est vraiment dans l'ADN de la boîte. Et je sais que ce type de boîte, avait Zenica aussi, Solucom par exemple, comme type de boîte, qui peuvent être comme ça, qui ont en fait une meilleure culture d'entreprise et de valeur. Ce que tu peux regarder aussi, mais ça c'est pas facile à voir, c'est les opportunités de formation et de développement professionnel. Ça,
c'est plutôt du bouche à oreille, c'est dur de trouver. Ensuite, tu as comme critère équilibre vie perso. Pareil, ça, tu peux demander si tu as des collègues ou d'autres personnes avec qui tu travailles, dire, ben voilà, comment ils sont en mode vie perso, équilibre, est-ce qu'ils te poussent à venir travailler le week-end, à sortir à 20h, etc. Parce que c'est quand même des critères importants. Et plus dans les années 80, dans les années 90 ou je sais pas quelle année, où là il fallait se dévouer corps et âme pour son patron, à rester à faire de la lèche jusqu'à 22h. Moi j'estime que il faut travailler, il faut donner le meilleur de soi-même. Maintenant, quand tu es salarié dans ce type d'ESN ou même si tu es freelance, enfin voilà, tu travailles correctement, ça sert à rien d'abuser, tu n'es pas là pour en faire plus qu'il n'en faut. Donc il faut un équilibre de vie, c'est pas tenable sinon sur le long terme. Donc ça, c'est un des critères. Réputation et stabilité de l'entreprise, ça aussi important. Depuis combien de temps elle existe? Tu as des grosses SS2I de plusieurs milliers d'employés, Atos, Capgemini, nanana, enfin il y en a plein. Tu peux être contacté par des boîtes aussi sur le papier qui ont l'air solides. Et en fait, tu te rends compte, c'est une boîte qui a été créée la semaine dernière. Ils se sont fait un site web, il y a 3 employés et tu seras probablement le premier. Et je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais voilà, tu ne sais pas si ça a l'air insolide et donc il faut voir un peu la stabilité. Généralement, ces petites boîtes, elles payent un peu moins, etc. Donc, il faut faire un petit peu attention. Donc, voilà un petit peu pour les critères pour choisir les boîtes sur la culture d'entreprise et valeurs. Ça, c'est quand tout va bien. Mais moi, malheureusement, ce que j'ai souvent remarqué, c'est qu'on est plutôt dans une boucherie et que malheureusement, le marché des ESN français, en tout cas, c'est un peu les boucheries et qu'on a tendance à te mettre, te faire travailler comme un, je ne vais pas dire comme un esclave, je n'irai pas jusqu'à là, mais c'est pas loin. Alors maintenant, parlons des aspects négatifs, ce qui sont les critères donc à éviter. Je te disais, la réputation, le bouche à oreille, c'est très, très, très puissant. Moi, j'ai vu des devs qui étaient dans des boîtes qui m'ont dit non, mais ici, c'est une dinguerie, cette boîte. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils me disent qu'ils vont m'augmenter, ils ne m'ont pas augmenté, ou des dingueries de t'entendre manager. Moi, une fois, il y a un mec qui m'a dit ouais, dans mon ancienne boîte, j'ai essayé de demander une augmentation. Mais on m'a dit ouais, mais non, mais pour pouvoir augmenter d'autres, il faut que toi, tu puisses en gros être le bon pigeon. Enfin, des trucs, vraiment des dingueries. Donc, bouche à oreille, tu peux aller sur les trucs en ligne aussi. Je crois que tu avais une boîte à l'époque. Note ta SS2I ou des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est à jour, mais tu peux aller sur les sites d'avis pour voir un peu les boîtes, enfin l'avis des boîtes. Éviter, bien sûr, les boîtes qui ont des mauvais avis. Malheureusement, il y en aura pas mal. À éviter aussi toutes les boîtes qui te font miroiter un salaire ou un poste. Typiquement, si on te dit « Ouais, non, mais t'inquiète, tu vas arriver, tu vas être payé 25 000 € l'année, c'est-à-dire très très bas, mais t'inquiète, l'année prochaine, c'est sûr, là, cette année, c'est un peu difficile avec le Covid, avec machin, avec le télétravail, mais je te garantis que l'année prochaine, ça va augmenter. » Ça, à éviter en règle générale. Ton salaire, il est fait à l'embauche. Les augmentations, en règle générale, c'est cacahuète. Dans certains cas, tu peux, mais c'est cacahuète. Pareil, tout ce qui est type de poste. Si on te dit, ouais, t'inquiète, là, c'est un poste un peu bidon, tu vas faire de la maintenance sur une vieille application, un vieux bousin, mais ne t'inquiète pas, d'ici 3 à 4 mois, on va te positionner sur une mission de rêve. Ça, à éviter, par expérience, bullshit. Ils sont juste là pour te faire rentrer, gratter de l'oseille sur ton dos et terminer. Ensuite, pareil, manque de clarté sur le projet ou sur le rôle. Typiquement, ça, c'est les boîtes qui te disent oui, non, mais t'inquiète, tu auras un rôle un petit peu polyvalent sur un projet très intéressant. Ouais, on ne peut pas t'en dire plus, mais c'est du costaud. Hein, c'est un vrai projet, tu vas t'éclater, machin. Non, là, ce genre de boîte, pareil, à éviter. Il faut vraiment, si tu rejoins ce type de boîte, vraiment clarifie le projet, le rôle, etc. Évite les boîtes, culture d'entreprise toxique, absence de formation et de développement professionnel. Difficile à juger, mais voilà, il faut que tu arrives à voir. Les boîtes qui ont un fort turnover. Dès que les boîtes, tu sens que les devs, ils restent 6 mois et se barrent, c'est mauvais signe. Les boîtes qui ont des projets peu challengeants, voilà. Le manque d'équilibre travail, ça j'en ai parlé. Faible rémunération ou avantages limités. Alors, malheureusement, c'est con, mais il y a vraiment une corrélation entre les boîtes qui payent mal
et une culture d'entreprise un peu dégueulasse. Je ne vais pas citer les halles quelque chose, mais moi j'avais passé des entretiens chez ces types de boîtes, les halles quelque chose. Après, enfin voilà, les retours que j'ai eu de ces boîtes, c'est des dingueries. C'est horrible. Et bon, pour la petite anecdote, j'avais passé un entretien, on m'avait proposé un truc à 27K en mode très con, pas ouvert à la négociation, non, mais c'est comme ça, et puis c'est tout, machin. Moi, je commence à rentrer un peu en égo et tout. Ouais, mais bon, voilà, alors que le marché, moi, était plutôt aux alentours de 35. Donc, après, ils ont le droit de proposer 25, 27, machin, tu vois. Mais je rentre un peu en égo. Et c'était en mode, non, nous c'est comme ça. Toi, t'as un junior. On cherche que des gens à ce truc-là, t'es trop cher, voilà, très très fermé, très très con, et donc du coup voilà, ce type de boîtes qui ont souvent des salaires de merde, et bien souvent malheureusement ils ont aussi une culture d'entreprise de merde. Donc faire très attention, je sais que c'est pas facile quand on démarre, puisque je le dis moi aussi souvent, ce qui compte quand on démarre c'est de faire sa première expérience, peut-être faire des sacrifices, mais voilà, c'est avoir parfois ce type de boîte. Je connais des gens qui sont rentrés broyés, dégoûtés du dev par ce type de SN, là, les halles quelque chose, et il n'y a pas que les halles quelque chose, il y en a plein d'autres boîtes dans ce style-là. Voilà un petit peu pour les critères à éviter. Alors, maintenant, je te disais, tu sais, les ESN, les SS2I, tu peux être développeur freelance, tu peux être développeur salarié, tu peux être développeur enfin, en CDI, etc. Et tu vas me dire, mais attends, je ne comprends pas, mais pourquoi je passerais par ces boîtes, par exemple, en tant que freelance. Tu vois, pourquoi j'irais, je suis freelance, je suis développeur freelance, pourquoi j'irais m'embêter je sais pas, à passer par une ESN, apparemment ils ont mauvaise réputation, et pourquoi j'irais pas directement voir le client final. C'est une question peut-être que tu peux te poser si tu n'es pas encore rentré dans ce game-là. Eh bien, il faut savoir que si tu arrives avec cette vision-là, cool. Il y en a plein qui arrivent comme ça et malheureusement, c'est l'échec assuré. Je veux dire, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Mais si par exemple, tu es développeur, et même si tu as un bon niveau, tu es développeur, tu es plutôt bon, machin, tu arrives sur le marché, tu dis, tu vois, moi je vais travailler chez, je sais pas, Société Générale, et donc tu dis, bah vas-y, je vais les contacter, je vais essayer de contacter les RH, je vais essayer de contacter, je sais pas, quel service client, quel service achat ou je sais pas quoi, en mode, coucou, c'est moi, c'est Jean-Michel, je suis développeur Java, je viens proposer mes services, je suis freelance, machin, tout ça. Tu as 99,9% de chances de te faire remballer. Puisque en fait, comment ça fonctionne, alors c'est pas c'est pas comment dire généralisé, mais c'est quand même généralisé, mais tu peux toujours trouver des exceptions. Tu peux être freelance et taper à la porte d'une PME en tant que freelance et on te fait un contrat et ça passe. Mais si tu vas sur la place parisienne, si tu vas dans les boîtes, à Lyon, machin, dans les grandes villes, les grandes villes et des grosses boîtes, en règle générale, ça ne marche pas comme ça puisque ça passe par des ESN référencés. En gros, il y a un système de référencement. C'est quoi le système de référencement? C'est que, en fait, si je prends une boîte, on va changer, on va prendre Crédit Agricole pour ne pas citer que Société Générale. Crédit Agricole, en règle générale, ils ont besoin de beaucoup de développeurs. Ça vient, ça tourne, ça vient, ça part en fonction des projets. Et elles ne se prennent pas la tête, en fait, à essayer de recruter des freelances un peu au hasard. Elles travaillent avec 1, 2, 3, 5, 10 ESN spécialisés. Référencées et en gros ce qu'elles disent, elles ne se prennent pas la tête à passer des entretiens, etc. Elles disent directement, on travaille avec vous, ramenez-moi du dev Java, ramenez-moi du dev React, ramenez-moi du dev de l'administrateur base de données, etc. Donc elles disent, donnez-moi ce type de profil. Et c'est les SS2I en fait qui passent leur temps après à faire passer les entretiens, etc. Voilà pourquoi si tu te pointes en tant que développeur freelance comme ça, toc toc, c'est Jean-Michel, je voudrais travailler avec vous, tu vas te faire recaler lourdement. Donc tu dois passer par des ESN qui sont référencés. Donc ce qui veut dire qu'en tant que développeur freelance, tu vas passer par les ESN qui elles vont te surfacturé. Je te donne un exemple, si tu es facturé 500 €, elles vont te refacturer à 550, elles vont garder le delta. Voilà, c'est quelque chose qui se fait. Pourquoi? Parce qu'en fait,
ces boîtes, elles ont des avantages. Hein, elles ont des avantages à passer par les ESN. Réduction des coûts, par exemple. Je sais pas, tu vois, si Société Générale ou Crédit Agricole qui dit je vous prends plus de 100 freelance, 100 prestataires chaque année, faites-nous des rabais, faites-nous faites-nous des rabais, donnez-nous des bons prix, etc. etc. Sur la gestion des risques et la complexité, on va dire gestion des risques, c'est le risque lié au fait que les développeurs ça change de mission. Et en fait, dans les contrats, il y a aussi des contrats de mise à disposition de profils. C'est-à-dire qu'un développeur se barre, développeur Java, 5 ans d'expérience, il se barre un peu du jour au lendemain parce qu'il y a un problème. Eh bien, la société s'engage aussi à trouver des profils dans son vivier de développeurs pour remplacer. Voilà, il y a des applications critiques, on ne peut pas se permettre qu'il n'y ait plus de dev pendant 6 mois, le temps de trouver un nouveau profil. Donc, ça pallie à ça. Le palier, quoi. Ça résout ce problème-là. Et aussi, les ESN, elles font des spécialités. Donc, voilà, comme je te disais, quand tu es une boîte qui travaille dans la finance et que tu sais que telle ESN est spécialisée finance et qu'elle a plein de développeurs qui sont à l'aise avec tout ce qui est finance, eh bien, c'est plus facile. Et aussi, ça couvre aussi le côté, il y a une gestion des risques légaux dans le sens où elles n'ont pas envie de se faire chier à prendre des freelances et qu'après les freelances se retournent en disant « Ouais, mais en fait, vous auriez pu me prendre en CDI » et qu'ils aillent au prud'homme, etc. Elles déchargent en gros la responsabilité aux ESN. Comme ça, elles prennent moins de risques. Pareil, sur l'aspect fiscal, les sous-traitants, en fait, quand tu as des sous-traitants, tu es censé vérifier que les sous-traitants déclarent bien leurs impôts, etc., etc. Sinon, ça peut retomber sur eux, sur elles. Là, pareil, hop, c'est délégué aux ESN, etc., etc. Donc, voilà pourquoi, même si tu es freelance, eh bien, tu vas quand même devoir passer... pour les grosses boîtes, bien sûr, les petites, ça passe quand même par des ESN, des SS2I. Et donc voilà, donc je dirais que c'est moins grave en gros si tu es freelance et que ton SS2I est un peu foireuse, c'est pas bien grave. Elle va un peu te casser les couilles, elle va peut-être te facturer à 60 jours au lieu de 30 jours. Quoique maintenant il y a une réglementation, je me demande si c'est légal, mais bon, peu importe. Ils vont peut-être être un peu moins marrants. Peut-être qu'à la fête de l'entreprise, ils ne vont pas t'inviter, ils ne vont pas te ramener les boîtes de chocolat, ils ne vont pas machin tout ça. Mais bon, en gros, voilà, tu n'as pas une forte présence, donc ce n'est pas si grave si ton ESN est un peu pourri, parce qu'en règle générale, quand tu es freelance, quand la mission se termine, l'ESN se termine avec. Par contre, si tu es salarié et que tu es en CDI, tu as les pieds et mains liés avec ton contrat. On croit que souvent le contrat, ça protège les salariés. Oui, surtout, ça t'enchaîne à la SS2I. Et donc, du coup, choisis bien ta SS2I si tu vas être salarié. Moi, je te déconseille de passer par les SS2I. Il vaut mieux aller sur un client final. Mais voilà, si tu n'as pas le choix et si tu as envie de faire de l'expérience quand tu es jeune, passe par les SS2I. Mais fais quand même plus attention, essaye de bien les sélectionner, puisqu'après, tu vas quand même rester longtemps avec elles. Enfin voilà, longtemps si tu as envie de rester longtemps. Donc voilà un petit peu pour ce petit tour d'horizon du marché des ESN et des SS2I. Voilà, on a terminé sur le sujet. Comme je t'avais promis, fin d'émission, fin de podcast, je réponds à une ou deux questions que j'ai sélectionnées. Donc, on va les prendre, ces deux petites questions. Alors, on a première question. Une question de Luc qui me dit apprendre à coder, c'est sans fin. C'est quoi pour toi le minimum pour se lancer? Alors, très bonne question. C'est une question qui revient souvent. Alors, la réponse, c'est alors j'ai un concept qui s'appelle le MVD, le Minimum Viable Dev, en référence au MVP, Minimum Viable Product de Lean Startup. En gros, c'est le produit minimum qui fonctionne. Eh bien, le Minimum Viable Dev, c'est quoi en fait? C'est le niveau minimum requis pour démarrer, c'est-à-dire le minimum que tu as pour démarrer. Eh bien, le MVD, le minimum en gros pour trouver une mission, pour démarrer, pour rejoindre un CDI, c'est une techno, maîtriser une techno, un set de techno, voilà, pas maîtriser 200 000 technos,
développeur Java, développeur React, machin. Donc une techno, des projets validés, c'est-à-dire avoir réalisé des projets, avoir fini des projets de A à Z, pas des tutos, pas des petits projets, mais des vrais projets pour de vrais clients, et avoir portfolio, CV, profil prêt. Dès que tu as ça, ce que j'appelle le MVD, Minimum Viable Dev, eh bien, dès que tu as ça, eh bien, n'hésite pas. Tu peux aller postuler. Ça ne veut pas dire que tu auras le niveau, ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais tant que tu n'as pas ça, en fait, n'y va pas. Voilà, c'est comme c'est une question qui revient souvent. Tant que tu n'as pas le MVD, le Minimum Viable Dev, eh bien, tu ne te lances pas. À partir du moment où tu as une techno, des projets, un portfolio CV, profil en ligne, n'hésite pas à aller te lancer et aller tester donc le marché. Notre question de Yann. Je démarre en Web3 Solidity. J'ai une casquette full stack Node Vue, ok, pour le Web 2, Web standard. Je voudrais faire du e-commerce. Alors voilà, il y a pas mal de choses là. Qu'en penses-tu? Alors, de la même manière que tout à l'heure, je vous ai sorti le principe du MVD, eh bien là, j'ai un concept qui s'appelle le One LFP, c'est-à-dire One 1. Un LFP, ça veut dire quoi? Retenez ça parce que voilà, moi, je reçois tellement ce genre de questions. Un LFP, ça veut dire quoi? C'est un langage, un framework, un positionnement. Un LFP, retenez ça. Un LFP, un langage, typiquement JavaScript, Python, Solidity, là, c'est dans le Web3. Un langage, un framework, Django, Nest, si tu fais du Node ou du Hard Hat, associé à Solidity par exemple, donc un langage, un framework et un positionnement. Est-ce que tu fais du Web 2? Est-ce que tu fais du Web 3? Est-ce que tu fais banque, finance, assurance, quelle industrie, etc. Donc retiens aussi ce concept, c'est One LFP, un langage, un framework et un positionnement. Voilà, c'est tout pour cet épisode qui était un petit peu long ma foi, mais c'est pour ça que je le sors en podcast et n'hésite pas d'ailleurs donc à mettre un avis sur les plateformes de podcast. N'hésite pas à me dire si cet épisode t'a plu, si ce format te plaît. Est-ce que tu aimerais le voir peut-être évoluer avec un peu plus de questions ou le faire un peu plus court? Enfin, l'idée, c'est qu'il ne soit pas trop court, c'est que j'ai aussi le temps de développer les choses. Dis-moi si tu en as appris sur les ESN, si tu savais déjà, si tu travailles déjà pour une ESN, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, n'hésite pas à t'abonner aussi. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Alors si tu es débutant, tu dois absolument éviter ces langages de programmation. Je t'explique pourquoi dans la vidéo suivante.